Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'architecture de sécurité. Ce sera la première vidéo d'un ensemble de vidéos qui va parler d'architecture de sécurité. Alors, la sécurité de l'information est un sujet qui est complexe et qui évolue très vite. Et la sécurité est un des aspects les plus importants d'une bonne architecture. On doit s'assurer bien sûr de la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des systèmes et données. Si on devait regarder la sécurité dans sa globalité, on va avoir plusieurs éléments qui doivent être pris en compte. La gestion de l'identité et des accès, la protection contre les menaces, la sécurité du cloud, la protection des informations, et ainsi de suite. Donc c'est tout un ensemble d'éléments qui doivent être gérés et pris en compte quand on veut faire une architecture de sécurité qui soit bonne. Donc, mais d'abord, en fait, c'est quoi une architecture de sécurité? C'est un ensemble de concepts, procédures, modèles de sécurité en équilibre qui va équilibrer les avantages, les risques et les menaces. Donc, elle va prendre en considération la tolérance au risque dans les différentes parties de l'organisation. Une autre définition va dire que les artefacts, ce sont les artefacts de conception qui décrivent la manière dont les contrôles de sécurité sont positionnés et comment ils se rapportent à l'architecture informatique globale. Ces contrôles ont pour but de maintenir les attributs de qualité du système qui sont la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité, la responsabilité et l'assurance. Cette définition est une des définitions qui a été offerte par l'Open Security Architecture pour définir ce qu'est une architecture de sécurité. Il existe plusieurs types d'architecture de sécurité et les types d'architecture diffèrent par rapport au niveau d'abstraction dans le processus d'implémentation et de conception. Donc, on va retrouver l'architecture conceptuelle. Elle va offrir une vue d'ensemble du système. Elle se concentre sur la structure et l'organisation globale sans entrer dans les détails techniques. Elle décrit les principaux composants, leurs interactions et les principes clés qui guident la conception et la mise en œuvre du système. Tandis que l'architecture logique va offrir une vue plus détaillée du système en décomposant les composants conceptuels en composants logiques plus spécifiques et en détaillant leurs interactions. Elle décrit comment le système sera organisé pour répondre aux exigences détaillées et aux exigences identifiées dans l'architecture conceptuelle. Tandis que l'architecture physique décrit la mise en œuvre réelle de l'architecture en termes de matériel, logiciel, de configuration réseau et d'autres composants physiques. Elle associe les composants logiques à des technologies spécifiques et détaille la manière dont le système sera physiquement déployé. Donc au niveau conceptuel, l'architecture conceptuelle, ce qui est réellement le point de départ, peut définir les principaux domaines de sécurité. Là, par exemple, la sécurité du réseau, la sécurité des applications, la sécurité des données. Et décrire les interactions sans spécifier les technologies ou configurations exactes. Tandis que l'architecture logique va développer ce concept en fournissant les détails associés à des services de sécurité spécifiques. Par exemple, l'authentification, l'autorisation, le chiffrement et ainsi de suite. Et la manière dont ils interagissent, sans spécifier le matériel et le logiciel exact utilisé. Tandis que l'architecture physique, elle, conclut la pratique en identifiant les spécificités, c'est-à-dire la technologie réelle utilisée pour mettre en œuvre les contrôles, principes et mesures de protection de sécurité tels que les pare-feux spécifiques, les systèmes de détection d'intrusion, les dispositifs de chiffrement, les configurations de serveurs et les configurations de réseau. Donc si on regarde l'architecture conceptuelle d'un point de vue un peu plus détaillé, plusieurs éléments peuvent définir l'architecture de sécurité conceptuelle d'une solution. Parmi les éléments clés, on va avoir le principe de sécurité.
Ici, on parle de croyances et hypothèses fondamentales qui guident les pratiques de sécurité. Les exemples vont inclure le principe du moindre privilège, la défense en profondeur, et ainsi de suite. Les politiques et standards, on va retrouver les directives et règles formelles qui dictent comment les mesures de sécurité doivent être mises en œuvre et gérées. Les politiques garantissent la cohérence et la conformité à travers l'organisation. Les domaines de sécurité, on retrouve ici les groupes logiques de contrôle et fonctions de sécurité connexes. Donc les domaines communs incluent la sécurité du réseau, la sécurité des applications, la sécurité des données et la sécurité des points de terminaison. Et enfin, les modèles de menaces ou le threat modeling qui va être finalement des cadres de compréhension et de catégorisation des menaces et vulnérabilités potentielles. Les modèles de menaces vont aider à identifier et à hiérarchiser les mesures de sécurité du plus important ou plus urgent au moins urgent, on va dire, par exemple. Donc, on va avoir plusieurs objectifs à l'architecture de sécurité. Une sécurité améliorée et réduction des failles de sécurité. Une conception d'architecture de sécurité solide va permettre d'atteindre les objectifs de sécurité des normes et réglementations qui s'appliquent à l'entreprise. Gagner la confiance des partenaires commerciaux et clients potentiels. Donc, on a plusieurs modèles d'architecture de sécurité. Une architecture de sécurité va impliquer la décomposition d'un système en ses composants et à protéger chaque composant en fonction de sa valeur. Plusieurs architectures de sécurité existent, parmi elles le NIST-CSF, l'OSA modèle, SAPSA et TOGAF. On va voir chacun de ces modèles. Alors il y en a d'autres, mais on va se limiter à ces quatre-là. On va voir chacun de ces modèles un à un peu plus en détail. Alors on va commencer par le NIST-CSF pour Cyber Security Framework. Le NIST-CSF est un cadre aidant la création d'une architecture de sécurité basée sur le risque. Si on regarde ce qu'on va retrouver ici, c'est 6 domaines. Vous avez Govern, Identify, Protect, Detect, Respond and Recover. Et ce qui doit être fait en premier lieu, c'est d'abord établir le périmètre du profil organisationnel. Donc ici, on va documenter les faits et hypothèses de haut niveau sur lesquels le profil sera basé pour définir son périmètre. Une organisation peut avoir autant de profils organisationnels qu'elle souhaite, chacun ayant un périmètre différent. Par exemple, un profil peut s'adresser à une organisation entière ou être limité au système financier d'une organisation ou à la lutte contre les menaces de ransomware et à la gestion des incidents de ransomware impliquant ces systèmes financiers, par exemple. Ensuite, rassembler les informations nécessaires à la préparation du profil organisationnel. Les exemples d'informations vont inclure les politiques organisationnelles, les priorités, les ressources de gestion des risques, les profils de risque d'entreprise, les registres d'analyse d'impact sur l'entreprise et les exigences et les normes de sécurité suivies par l'organisation, les pratiques et les outils. Là, on va retrouver par exemple les procédures et les mesures de protection, ainsi que les rôles de travail. Ensuite, on va créer le profil organisationnel. Pour cela, on va déterminer les types d'informations que le profil doit inclure pour les résultats du CSF, sélectionner et documenter les informations nécessaires. On va tenir compte des implications en matière de risque du profil actuel pour éclairer la planification et la priorisation du profil cible envisagé. Et du profil cible. Et ensuite, on va devoir envisager aussi d'utiliser un profil communautaire, par exemple, comme base du profil cible. Une fois qu'on a notre profil cible, on va analyser les écarts et créer un plan d'action entre les profils actuels et le profil cible. Et pour cela, une fois qu'on a
analyser les écarts qu'il y a. On va d'abord les identifier et analyser les différences entre les profils actuels et les profils cibles, et puis élaborer un plan d'action prioritaire en prenant en considération par exemple le registre des risques, les rapports détaillés des risques, et ensuite mettre en place un plan d'action et des jalons pour combler les écarts. Et enfin, implémenter le plan d'action et faire une mise à jour du profil organisationnel. Donc, on va suivre le plan d'action qu'on a créé précédemment dans au niveau de l'étape 4, et on va faire progresser l'organisation vers le profil cible. Le plan d'action peut avoir une échéance globale ou bien être continu. Et compte tenu de l'importance de l'amélioration continue, en fait, tout ce cycle, toutes ces étapes de 1 à 5 peuvent être répétées aussi souvent que nécessaire. Donc, le NIST CSF va avoir plusieurs fonctions principales. La première, c'est la gouvernance, gouverner. Ici, on va retrouver la stratégie, les attentes et la politique de gestion des risques de cybersécurité de l'organisation. Et ces stratégies doivent être communiquées et surveillées. La fonction gouverner ou govern fournit des résultats pour informer ce qu'une organisation peut faire pour atteindre et prioriser les résultats des 5 autres fonctions dans le contexte de sa mission et des attentes des parties prenantes. Donc, ensuite, on va retrouver... Alors, à l'intérieur, on va retrouver finalement le contexte organisationnel, la stratégie de gestion des risques, les rôles, responsabilités et autorités, les politiques, la surveillance là-dessus, et la gestion des risques liés à la chaîne d'approvisionnement. Puis, on va avoir la fonction identifier ou identifier. Les risques de cybersécurité actuelle de l'organisation sont compris ici. La compréhension des actifs de l'organisation, par exemple les données, le matériel, logiciel, système, installation, services et personnes, ainsi que des fournisseurs et des risques de cybersécurité associés, permet à une organisation de hiérarchiser ses efforts en cohérence avec sa stratégie de gestion des risques. Et donc ici, on va bien retrouver finalement tout ce qui est gestion des actifs, évaluation des risques, et identifier finalement les opportunités d'amélioration des politiques, plans, processus, procédures et pratiques de l'organisation. Ensuite, on va avoir la fonction protéger ou protect. Ici, des mesures de protection sont utilisées pour gérer les risques de cybersécurité de l'organisation. Donc, une fois les actifs et les risques identifiés et hiérarchisés, cette fonction-là va prendre en charge la capacité à sécuriser ces actifs pour prévenir ou réduire la probabilité et l'impact d'événements de cybersécurité négatifs. Donc, on va retrouver ici la gestion de l'identité, l'authentification et les contrôles d'accès, la formation et sensibilisation, la sécurité des données, les plateformes de sécurité et la résilience de l'infrastructure technologique. Ensuite, la quatrième fonction, c'est la fonction de détection. Donc les attaques et compromissions de cybersécurité possibles sont détectées et analysées. Donc, cette fonction va permettre de découvrir et d'analyser en temps opportun les anomalies, les indicateurs de compromission et d'autres événements potentiellement indésirables qui peuvent indiquer que des attaques et des incidents de sécurité se produisent. Donc pour cela, on va avoir un monitoring continu, entre autres. Ensuite, on a la fonction répondre ou respond. On va ici avoir des mesures qui concernant un incident de sécurité détecté sont prises.
Donc, cette fonction prend en charge la capacité à contenir les effets des incidents de cybersécurité. Les résultats de cette fonction couvrent la gestion des incidents, l'analyse des incidents, l'atténuation des incidents, les rapports et communication sur les interventions en cas d'incident. Et enfin, la dernière fonction, c'est la fonction de reprise ou recover. Donc ici, les actifs et les opérations affectés par un incident de cybersécurité sont restaurés et cette fonction va prendre en charge la restauration rapide des opérations normales pour réduire les effets des incidents de cybersécurité et permettre une communication appropriée pendant les efforts de récupération. Et cette reprise va être effectuée en exécutant le plan de reprise après incident et bien sûr sans oublier la communication par la suite. Un autre modèle d'architecture de sécurité, c'est l'Open Security Architecture. Donc, l'OSA est un cadre de sécurité ouvert et de référence pour le développement de plans d'architecture multicouches. En fait, il s'agit d'une approche structurée pour la conception et la mise en œuvre d'une architecture de sécurité informatique. L'OSA propose un ensemble complet d'outils, de modèles et de bonnes pratiques que les organisations peuvent exploiter pour créer des cadres de sécurité efficaces. Ce modèle va mettre l'accent sur la modularité des composants de sécurité. Alors, pourquoi? Car en ayant des composants de sécurité ici, modulaires, on va pouvoir développer, maintenir et mettre à jour les modules indépendamment les uns des autres. Et donc ça va garantir une flexibilité et évolutivité. Ensuite, on a l'interopérabilité. Donc l'OSA encourage l'utilisation de protocoles et d'interfaces standardisés qui vont garantir que différents composants de sécurité peuvent fonctionner ensemble de manière transparente. Donc, par la suite, on a la réutilisabilité. Ici, on va fournir des modèles de sécurité qui sont réutilisables. En fait, on va essayer de réinventer la roue, quoi. Puis, la documentation. Donc, l'OSA accorde une grande importance sur une documentation complète, ce qui va garantir que tous les aspects de l'architecture de sécurité sont documentés et facilement compréhensibles. Cela dans le cadre de quand on a besoin de revoir notre architecture, quand on a besoin de faire des modifications, on peut s'appuyer sur la documentation existante qu'on a créée pour voir où on va faire nos changements, effectuer nos changements. Par exemple. Et l'OSA peut être utilisé pour définir en fait des principes de sécurité qui fournit un ensemble complet de principes de sécurité que les organisations peuvent adopter et adapter à leurs besoins spécifiques. Ces principes servent de base à tous les efforts de sécurité et garantissent la cohérence et l'alignement avec les meilleures pratiques. Parmi les principes, on peut parler du principe de moindre privilège, de la défense en profondeur, les valeurs par défaut de sécurité intégrées et la séparation des tâches, par exemple. Créer des politiques, puisque l'OSA propose des modèles et des directives pour créer des politiques de sécurité robustes, ces politiques définissent les règles et les attentes en matière de comportement et de contrôle au sein de l'organisation. Parmi les politiques qu'on peut retrouver, on a les politiques de contrôle d'accès, les politiques de protection des données, les politiques de réponse aux incidents, et ainsi de suite.
Structurer les domaines de sécurité. Donc OSA va aider les organisations à décomposer leur environnement en domaines de sécurité logiques. Et chaque domaine se concentre sur un domaine de sécurité spécifique qui va garantir une couverture complète. Donc c'est un excellent moyen d'identifier également les segmentations macro et micro. Et donc si on prend par exemple les domaines conceptuels, vont inclure ceux du réseau, des applications, des données et des points de terminaison. La modélisation des menaces, puisque il fournit des cadres et des outils pour identifier les menaces et les vulnérabilités potentielles. La visualisation. Donc, l'Open Security Architecture souligne l'importance de la visualisation dans l'architecture de sécurité, en utilisant des diagrammes et des modèles d'OSA. Donc, les organisations peuvent créer une vision claire et unifiée de leur posture de sécurité. Les diagrammes qui peuvent être exprimés via OSA incluent les diagrammes d'architecture de sécurité à plusieurs niveaux, des diagrammes d'interaction pour les composants de sécurité et les organigrammes pour les processus de protection des données. La modularité, comme je l'ai dit précédemment, vu que OSA se base ou promeut une approche modulaire de l'architecture de sécurité, ce qui va permettre aux organisations de développer, maintenir et mettre à jour les composants de sécurité de manière indépendante. Donc parmi les exemples de modularité, on peut retrouver les composants les normes d'interopérabilité par exemple, les solutions de sécurité plug and play et ainsi de suite. Et la documentation. Donc, l'OSA fournit des modèles et des directives détaillées pour documenter tous les aspects de l'architecture de sécurité. Une autre architecture de sécurité, ou un autre modèle d'architecture, c'est SAPSA pour Sherwood Applied Business Security Architecture. Donc, il constitue une méthodologie de référence pour le développement d'architecture basée sur les risques opérationnels des entreprises. Donc, elle fournit un cadre pour les développements d'architecture, de sécurité et d'assurance de l'information d'entreprise axée sur le risque. Elle permet également de fournir des solutions d'infrastructure de sécurité qui prennent en charge les initiatives commerciales critiques. Et la méthodologie SAPSA va offrir des conseils pour l'alignement, ou plutôt pour aligner l'architecture sur la valeur commerciale. Et elle répond à un besoin d'une meilleure intégration entre la sécurité et les architectures d'entreprise. Alors SAPSA va avoir une approche par couche où on va retrouver 6 couches. L'architecture de sécurité contextuelle. Ici, on va retrouver la vision et les objectifs de l'entreprise, donc ce que l'entreprise veut réaliser et ce qui compte le plus. L'architecture de sécurité conceptuelle, où on retrouve les concepts et l'approche stratégique pour permettre, soutenir et protéger le contexte, ça va comprendre une série de cadres et d'objectifs d'un point de vue d'architecture particulier, comme l'architecture de sécurité. Ensuite, on retrouve l'architecture de sécurité logique, où on va avoir les actifs logiques et les modèles pour structurer les exigences fonctionnelles des solutions. Puis, l'architecture de sécurité physique, où on retrouve l'infrastructure et les mécanismes techniques pour fournir la fonctionnalité requise, et les composants de l'architecture de sécurité, où on va retrouver les normes techniques et configurations. Et enfin, une 6e couche qui est transversale, qui est l'architecture de sécurité opérationnelle, ou aussi appelée parfois l'architecture de gestion des services de sécurité. Donc, elle est placée verticalement sur toutes les autres couches pour garantir qu'elle couvre tous les problèmes qui découlent des 5 autres couches, et donc gérer l'architecture tout au long de sa vie.
Chacune des couches du modèle d'architecture est également soutenue par une analyse verticale basée sur 6 questions clés. On a le quoi, le pourquoi, le comment, le qui, le où et le quand. Ces questions sont représentées dans la matrice principale de SAPSA, où pour le quoi, on va retrouver les points de vue des atouts, donc actif, but, objectif, la vision pour l'avenir. Dans le pourquoi, on va retrouver la perspective risque. Dans le comment, on va retrouver la perspective de processus, quelles sont les méthodes et les moyens. Dans le qui, on va retrouver, on va voir finalement avoir un point de vue des personnes, donc gouvernance, confiance et relations. Dans le où, c'est une perspective sur l'emplacement, juridiction, lieu et environnement. Dans le quand, on va avoir une perspective temporelle, donc avec des dépendances temporelles et séquentielles. Donc la gestion des risques d'entreprise, ici, donc SAPSA offre un modèle de gestion des risques qui consiste à éliminer l'incertitude pour atteindre son objectif. Donc plus l'incertitude est élevée, plus le risque est élevé. Donc ici, on va voir finalement quels sont les attributs, quels sont les éléments ou les actifs pour lesquels on attribue de la valeur. Et ensuite, quelles sont les menaces qui vont avoir un impact négatif et les opportunités. Quelles sont les vulnérabilités qui peuvent être exploitées par des menaces et quels sont les impacts de ces menaces sur ces actifs. Et donc, pour chaque élément, on va essayer de retrouver finalement une contrebalance pour pouvoir diminuer notre risque, voire l'éliminer. Un autre modèle d'architecture, c'est le TOGAF, pour The Open Group Architecture Framework. Alors, c'est un modèle d'architecture générale qui couvre l'ensemble de l'architecture d'entreprise, y compris les domaines métiers, données, applications et technologies. Le cadre TOGAF définit une méthodologie et un ensemble d'outils et de techniques pour développer et gouverner l'architecture. Le cadre TOGAF va comprendre aussi un domaine d'architecture de sécurité qui aborde les aspects de sécurité des autres domaines tels que les politiques de sécurité, les normes, les contrôles et les services. Donc, le cadre TOGAF est utile pour les systèmes qui ont besoin d'une architecture cohérente et homogène dans toute l'entreprise. Ce qu'on retrouve dans le TOGAF, c'est le cycle ADM, ADM pour Architecture Development Method. Donc, le cycle ADM constitue le cœur de la démarche TOGAF et délivre sous la forme d'un processus cyclique les bonnes pratiques pour développer l'architecture d'entreprise au centre d'une organisation. Il est axé sur les exigences, ou ce qui est prérequis, ou les requis, et il est constitué d'une phase préliminaire, puis de 8 phases de A à H, 3 qui vont permettre de construire l'architecture des domaines métiers, applications, données et techniques, de planifier son déploiement, de la mettre en œuvre et finalement de gérer les changements à opérer. Donc on a un travail préliminaire après la vision de l'architecture business, l'architecture des systèmes d'information, l'architecture technologique, les opportunités et solutions, le planning de migration, la gestion de l'implémentation et la gestion du changement d'architecture. Donc,
Donc si on devait faire finalement une comparaison entre TOGAF et SAPSA, bien que les deux architectures sont des frameworks d'architecture d'entreprise, il existe plusieurs différences. L'architecture d'entreprise vs l'architecture de sécurité. La différence la plus importante entre les cadres est ce qu'ils fournissent à l'organisation qui les met en œuvre. Alors que TOGAF est un cadre d'architecture d'entreprise de conception modulaire, SAPSA est considéré comme un cadre d'architecture de sécurité. Donc, comme mentionné précédemment, SAPSA est une méthode d'architecture de sécurité spécialisée et donc n'a pas à tenir en compte de nombreux cas d'utilisation de l'architecture d'entreprise. Alors que TOGAF est un cadre avec une portée plus large. Et donc, SAPSA va fournir des instructions pour effectuer un travail singulier et il se compose de diverses techniques, approches, modèles considérés comme la norme mondiale en matière de la sécurité. Et SAPSA, comme la plupart des méthodes détaillées, va commencer par la prise de nombreuses décisions concernant l'entreprise. La couche contextuelle de SAPSA va demander quelle est la vision et les objectifs de l'entreprise, ce que l'entreprise veut réaliser et ce qui lui importe le plus. Dans TOGAF, l'architecture de soutien à la stratégie existe pour développer les réponses à ces questions. Donc, alors que SAPSA exige que plusieurs décisions aient été déjà prises dans le cadre de l'architecture de soutien à la stratégie. Un troisième élément, c'est que SAPSA, comme la plupart des méthodes détaillées, commence par la prise de nombreuses décisions concernant l'entreprise. La couche contextuelle de SAPSA demande quelle est la vision et les objectifs de l'entreprise, ce que l'entreprise veut réaliser et ce qui lui importe le plus. Alors que dans TOGAF, l'architecture de soutien à la stratégie existe pour développer les réponses à ces questions. Donc, on peut finalement arriver à la conclusion qu'on peut utiliser les deux et ils peuvent être complémentaires l'un à l'autre. Sur ce, bye!